je vais tout de suite enchaîner et je vais demander à Marie-Josée Fortin de partager son écran. Marie-Josée Fortin, on la connaît tous très, très bien, ou on a tous déjà entendu son nom. C'est une personne qui a joué un rôle très important dans le développement du domaine de l'écologie du paysage et qui œuvre à l'Université de Toronto au département d'écologie et d'évolution. Et elle va aujourd'hui nous présenter ses travaux en lien avec Brian Sturdivant sur la modélisation des interactions des perturbations forestières à l'échelle du paysage. Donc, Marie-Josée, à toi la parole. Merci Pierre et merci de nous avoir alloué un temps particulier. Alors, ces recherches, c'est une revue de la littérature que Brian et moi, nous avons effectuée. Et c'est pour montrer qu'il y a plusieurs perturbations et elles ne jouent pas de façon indépendante. Et au Québec et au Canada, on est habitué à penser au feu, mais de par le monde, le feu est aussi actif et a des implications qu'on peut voir ici dans une autre revue de la littérature. Mais plus spécifiquement au Canada, on a des zones aménagées où il y a de la foresterie et des zones où il y a des feux de forêt et bien sûr, il y a des chevauchements entre ces deux régions-là. Il y a la même chose pour les insectes, les épidémies d'insectes et les feux, et aussi, bien sûr, la coupe. Je n'ai pas une figure qui me représente les trois. Donc, d'avoir des interactions entre les perturbations, c'est un sujet d'intérêt, bien sûr, pour mieux comprendre la dynamique puis le futur de la forêt. Alors, avec Brian, on a essayé de voir quels étaient les facteurs qui étaient les plus importants. Et ici, nous, on s'intéressait vraiment à ce qui se passait au niveau du paysage. Donc, il y a des perturbations naturelles, des perturbations humaines. Et bien sûr, les perturbations, leur interaction se fait par l'intermédiaire de le statut de la forêt, n'est-ce pas? Il y a une épidémie d'insectes et ça va peut-être augmenter la probabilité de feu, d'incendie. Ça, c'est vrai pour certaines parties du pays, certaines combinaisons d'insectes et de forêts, mais dans notre revue, quand ce sera publié, vous verrez que c'est pas vrai partout. Ça dépend vraiment localement des espèces. Alors, on peut pas dire que c'est dans cette direction-là. Des fois, les interactions sont pas aussi évidentes. Donc, il faut avoir plus de connaissances. Et bien sûr, il y a l'importance de la configuration spatiale et de la composition des forêts. Et ici, nous montrons juste le fait de la coupe. Alors, la coupe sélective, comme on a entendu parler, la coupe de rétention par bande, et puis notre chère coupe à blanc. Ça va ramener différentes compositions de forêts. Puis ici, bon, on dit que c'est le retour aux conditions initiales par des conditions naturelles ou la plantation. Donc, ici, il y a une intensité de coupe qui va avoir des implications. Et maintenant, si on regarde des feux, ben c'est la même chose. Il y a des feux quand c'est des conditions, pas de sécheresse, les feux sont peut-être plus petits. Quand il y a des conditions de sécheresse, les feux sont plus grands avec les vents. Et puis, il y a les feux de surface, puis il y a les feux de la canopie. Et la même chose pour les insectes. Les insectes, ici, on a plusieurs cercles pour démontrer que une épidémie, c'est sur plusieurs années. Alors, il faut tenir compte du fait que c'est sur plusieurs années, puis là, je vais le dire en anglais, le spillover. S'il n'y a plus d'arbres hautes, les insectes vont utiliser d'autres espèces d'arbres. Et il y a de plus en plus, les gens s'intéressent aussi à la dynamique de la canopée, alors avec les grands vents et tout et tout. Alors ici, je ne prends pas le temps d'expliquer, mais on a démontré que la succession dépendant de l'intensité, va revenir ou non à l'état initial. Alors, si on est habitué de penser à l'influence spatiale, mais il y a aussi l'influence de la fréquence des perturbations. Alors, l'influence temporelle. Alors ici, ce serait le cas idéal où les perturbations sont
Les arbres sont habitués à la fréquence à laquelle ils ont lieu. Mais maintenant, avec plusieurs perturbations, les changements climatiques, peut-être la dynamique des feux va être plus rapide et ça va faire des accidents de régénération. Il y aura peut-être plus de graines parce qu'ils auront toutes brûlé. Et ici, la même chose, peut-être il n'y a pas assez de feu pour ramener la forêt à son état initial. Alors, je ne passe pas en détail, mais c'est des choses qu'il faut considérer, bien sûr. Quand on veut faire de la modélisation, il ne faut pas juste se préoccuper de l'échelle à laquelle on a de l'intérêt du paysage. Il faut aussi savoir les phénomènes à l'échelle du microclimat, du site et à l'échelle plus globale de la région. Alors, il faut tenir compte de ces facteurs-là. Donc, les interactions, ils sont de multiples et il faut connaître les conditions de base, comment la séquence des perturbations vont avoir lieu, le temps depuis la dernière perturbation. Est-ce qu'il y a des effets d'échelle, d'une échelle à l'autre? Est-ce que ça va être amplifié, diminué? Et comment la forêt va être résistante, résiliente à tous ces facteurs-là? Donc, ici, c'est un article de Robert Kane et al. Ils ont cette figure que je trouve assez simple et facile de voir qu'il y a plusieurs choses qui ont lieu, l'influence humaine, la succession, le climat et les perturbations. Alors, pourquoi c'est si difficile de modéliser tout ça? Bien, dans le fond, c'est que on est habitué de penser, en tout cas moi, depuis le début de ma carrière, on avait comme le feu et la coupe. Alors, ces deux interactions, c'est assez facile. Là, on est devenu plus réalistique. On a inclus les épidémies d'insectes, mais là, on a 3 perturbations. Ça fait 6 interactions parce que ça peut aller dans les 2 sens, naturellement. Et là, bien, on devient encore juste, si on rajoute le vent, l'effet des grands vents, ça nous fait 12 interactions. Alors, dans chacun des cas, on a besoin de savoir, pas juste avoir des données, mais la connaissance des successions, puis comment ça va interagir. Alors ici, c'est ça, ça devient déjà plus compliqué et seulement 4 perturbations sont démontrées. Mais bien sûr, les gens deviennent aussi plus sophistiqués. C'est pas juste le climat, ça va être la température, ça va être le changement des régimes de feu, ça va être la sécheresse, comme on a vu, etc. Donc, et les humains, il y a plusieurs composantes. Donc, c'est plus juste 4 facteurs, on les rend de plus en plus raffinés. Alors ici, c'est un cas où encore on n'a juste que 4 facteurs, mais on a le climat qui augmente, on a les épidémies d'insectes, le vent et les sécheresses. Et on a donc des modèles qui vont essayer d'adresser tous ces facteurs-là. Alors, les modèles qu'on voit ici, bien, ont lieu à plusieurs échelles. Comme je vous dis, pour faire un bon modèle, il faut tenir compte de ce qui se passe au niveau du peuplement et aussi des facteurs environnementaux de prédiction de changement du climat. Alors ici, bon, ben, les modèles qu'on connaît sortis, Island, qui peut être à 2 échelles, qui est très puissant comme modèle. On a Landis, que plusieurs ont montré, Céleste, que plusieurs on connaît, et puis les modèles de distribution d'espèces, qui est plus des corrélatifs, et des modèles hiérarchiques qui essayent d'être un métamodèle, où on essaye d'intégrer les processus à plusieurs échelles. Alors, on a tous ces facteurs-là qui interagissent et vous voyez que ça peut être assez compliqué. Et quand on a un site d'étude qui est relativement petit en taille, on peut peut-être résoudre certaines choses, mais le climat, c'est sur plusieurs années, il faut des modèles à plus grande échelle spatio-temporelle. Là, un autre facteur qu'il faut reconnaître, c'est aussi le fait que l'empreinte spatiale va influencer la réponse de la forêt. Alors, ça se pourrait qu'on a dépassé, on a trop de fragmentation et la forêt ne revient pas et ça revient en des milieux arbustifs. Alors, il faut aussi se rendre compte que la forêt peut-être ne reviendra pas à son état initial.
Et la fragmentation et les feux, il y a un article qui vient de paraître aussi là, qui démontre l'influence que les feux peuvent avoir sur la fragmentation et aussi l'inverse, la fragmentation peut influencer les feux et nous avons nos amis Nouria et Louis qui sont co-auteurs de cette publication-là. Alors, c'est des choses qu'il faut tout tenir en compte. Et ici, je me rends compte qu'après 20 ans, maintenant, je sais que je ne sais rien parce qu'il y a plus d'interactions qu'on veut inclure. Donc, alors qu'on a plus de modèles, comme je vous ai montré, il y a plus de complexité qu'on veut tenir compte. Alors, on veut tenir compte aussi des facteurs socio-économiques. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'aller récolter le bois? Clément Hardy, dans sa présentation, montrait le coût des routes qu'il faut maintenir. Est-ce qu'il faudrait mettre des plantations qui sont plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques, etc. Donc, il y a plus de facteurs qu'on veut inclure et en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un manque de connaissances. On a peut-être des données, mais on ne sait pas comment la forêt va répondre à toutes ces interactions-là. Donc, ici, c'est juste pour montrer qu'on a besoin de plus de connaissances. Comme je vous disais, dans notre revue avec Brian, on s'est rendu compte que le paradigme ou le mythe que la probabilité de feu va augmenter après une épidémie d'insectes, ça dépend où on est et des types d'insectes et de forêts d'arbres que l'on considère. L'interaction entre forêt et feu, bon, on est habitué, mais qu'en est-il des sécheresses? Qu'en est-il des sécheresses des insectes et peut-être des parasites, bon, je veux dire en anglais, le fungus, qui attaquent la santé des arbres. Puis là, ben là, je montre juste 4 interactions, mais il y en a beaucoup plus. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des connaissances sur la possibilité de succession et quelles sont les probabilités de succession étant donné la séquence et intensité de ces interactions-là. Donc, ce que je veux mettre en évidence, c'est que on a bien sûr besoin de plus de données, mais on a besoin de collecter les données avec un but précis qui va nous amener des connaissances sur les successions ou les interactions d'une échelle à l'autre. Et c'est pas si facile à faire, comme on peut le voir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour conclure, on a cette figure dans notre article qui est assez complexe, mais je pense que je veux montrer ici que bon, les feux de forêt vont dépendre de la litière, combien il y en a, qu'est-ce qui reste comme snag, bon, je le dis en anglais, je m'excuse, qu'il y a des facteurs qui sont plus importants, la grosseur des flèches là, indique qu'est-ce qu'il faut tenir compte et qu'il y a beaucoup de choses qui vont affecter, même les épidémies d'insectes vont être affectées par les sécheresses. Et il y a tous ces facteurs-là du processus de développement de la forêt qui est important à considérer. Alors, je vous remercie et c'est un article qu'on espère qui sera sous presse sous peu. Merci bien. Merci, Marie-Josée, et merci à vous deux pour des présentations qui sont, somme toute, très intégrées, sans qu'il y ait eu concertation préalable. La base de données dont Martin a parlé fait partie des connaissances dont on a besoin pour développer des modélisations aussi complexes. Et j'ai beaucoup apprécié, Marie-Josée, comment dire, ton regard humble sur la complexité qui nous entoure quand on aborde la question de la dynamique des forêts. Alors, c'est très apprécié. Malheureusement, on n'aura pas de temps comme tel pour des questions, mais moi, je vous invite à croiser les deux conférenciers pendant la journée sur notre site et peut-être échanger avec eux.